Bonjour à tous, nous sommes donc au 104 Paris pour la 10e édition de Materials and Light. On sort tout juste d'une table ronde sur le sujet de la façade, des façades en général, qui sont au-delà de la norme. Alors, la façade concentre un certain nombre de normes. Elle cristallise un peu différents enjeux qui sont soulevés par le changement de paradigme qu'on a aujourd'hui, qui est celui de répondre au réchauffement climatique, notamment dans la construction. Et pour ça, la rédaction d'Architecture a convié à ma droite Adrien Poulain, architecte et cofondateur du groupement coopératif Les Grands Moyens, regroupant une agence d'architecture écologique et une entreprise de construction spécialisée en terre crue et paille. Également à ma droite, Hector Docaragal, architecte praticien et enseignant-chercheur, docteur de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sur le sujet la transgression des normes en architecture et l'évolution des réglementations environnementales, l'impact des lois LCAP et SOC. Il est également ingénieur du bureau d'études environnementales Oasis. Et à ma gauche, Simon Campedel, architecte du patrimoine et docteur en génie civil à l'INSA ENSA Toulouse, sur le sujet la physique de l'architecture vernaculaire, fondateur et associé de l'agence FP01 et enseignant dans le DSA architecture et patrimoine à l'ENSA Paris-Belleville. Donc messieurs, la première question, c'est un peu pour resituer la relation entre la norme et la façade en construction. Donc en quoi cette question de la norme s'applique au cas particulier de la façade? Est-ce qu'on peut peut-être déjà resituer ce que c'est qu'une norme? Ouais. Je pense qu'on peut revenir à l'origine. Qu'est-ce qu'une norme pour les architectes? Si l'origine étymologique, depuis les temps de Vitruve, c'est un outil de conception, c'est un outil à l'aide dans la conception qui est destiné quand même comme un idéal de construction pour pouvoir développer un ordonnement. Et cet idéal de construction, typiquement une norme ou une règle, ça peut évoluer. On peut passer dans les temps de la Renaissance avec les traités d'architecture par exemple Alberti. On voit que la norme elle est aussi un outil opératoire qui se met en place une fois qu'on étudie l'architecture aussi comme un objet de construction. La norme aussi, ça sert aussi à construire, il se met sur le terrain, il est plus souple, il est un idéal de construction, mais aussi qui se met sur le terrain. Et quand on arrive déjà au XXe siècle, on fait des grands sauts pour pouvoir expliquer la norme aujourd'hui. Typiquement, les périodes de l'industrialisation en France, la naissance de l'AFNOR, de l'Agence française de la normalisation, dans les années 20. À cette période, les architectes sont très impliqués par les démarches d'industrialisation. La norme elle est aussi industrielle. C'est une norme technique qui est un consensus des industriels pour pouvoir agiliser les processus de construction. Les architectes, ils intègrent quand même cette notion de technique de la norme. Mais par contre, ce qui est important aussi de souligner que pour les architectes, à la différence des ingénieurs, la norme, c'est pas seulement c'est un outil de conception, mais au-delà de la technique, il y a aussi un idéal d'expression. L'architecture, il va toujours au-delà de juste l'implication technique. Donc, du coup, c'est important de voir cette dimension de l'architecture parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même les renforcements des normes liées à ce qu'on appelle aujourd'hui la transition écologique, notamment la RE 2020 et la RT 2012 déjà, qui est dépassée. On voit qu'il y a de nouveaux enjeux et les architectes ils pratiquent d'une manière quotidienne cette idée des normes sur le terrain de la construction pour proposer quand même des solutions qui sont plus adaptées au terrain, à la complexité des données aujourd'hui sur le terrain de la construction. Et donc sur cette évolution des normes, en particulier environnementales, on imagine que la façade a un rôle particulier puisque c'est l'enveloppe, c'est la première Voilà, interface. et notamment la façade regroupe quand même une série de contraintes structurelles, d'isolation, une partie ingénierie feu pour l'isolation feu. Du coup, ça comprend quand même une complexité qui fait que c'est un élément essentiel quand même pour comprendre quand même cette idée de norme aujourd'hui pour la conception des projets d'architecture. Et est-ce que vous pourriez peut-être nous parler, Simon ou Adrien, peut-être Simon pour commencer, de manière dont vous, en tant qu'architecte, vous avez réussi à justement aller au-delà de cette question de la norme appliquée à la façade? Ouais. Effectivement, nous, on intervient quand même beaucoup sur des transformations de bâtiments existants. Donc, on se met dans une continuité par rapport à un existant qui est déjà là, ce qui nous amène très souvent à essayer de comprendre pour poursuivre des solutions qui ont été choisies à l'époque et qui ont des qualités au regard des enjeux contemporains qui sont indéniables.
Ces qualités-là, elles ne sont pas prises en compte forcément aujourd'hui dans la réglementation, mais le fait de travailler sur des bâtiments existants nous permet de nous positionner quand même relativement en marge de cette réglementation-là et nous permet aussi d'avoir un espace d'expérimentation qui, avec les bons outils et avec les bonnes justifications, nous permet de mettre en œuvre des solutions qui sont vertueuses. C'est d'ailleurs à ce sujet-là que j'ai fait ma thèse, parce que j'ai fait une thèse sur l'évaluation des performances des bâtiments anciens au regard des critères de performance contemporains. Et on voit... j'ai développé une grille de 10 critères qui permettent d'analyser les performances des bâtiments anciens au regard de 10 critères pour sortir de l'unicité de la lecture de cette simple valeur R et intégrer d'autres dimensions. Voilà, on ne peut pas rentrer dans le détail là, mais c'est intéressant de s'y pencher. Effectivement, quand on regarde les bâtiments anciens au regard de ces 10 critères-là, on voit que ces bâtiments-là, ils ont des qualités qui les rendent à la fois opérants au regard de la recherche de confort contemporaine et, je pense aussi, des réceptacles d'expérimentation passée, une espèce de laboratoire, une forme d'utopie, peut-être pour une architecture de demain, dans la mesure où ces architectures-là ont été produites par une société à basse énergie, qui est quand même celle vers laquelle on va se diriger. Donc je trouve que le patrimoine est un réceptacle d'innovation passée sur un temps très long. On a eu une parenthèse relativement courte à l'échelle de l'architecture de 100-200 ans d'architecture industrialisée. Je pense que, voilà, et dans cette question-là de la norme, c'est notamment intéressant, on en parlait tout à l'heure justement, de se dire que la norme, c'est un outil qui permet d'entériner des solutions qui ont prouvé leur efficacité. Je pense que peut-être qu'en dépassant cette architecture industrielle et en revenant à des processus plus anciens, plus traditionnels, plus vernaculaires, peut-être reliés de manière plus fine aussi à une localisation, parce que localisation dit ressources locales, etc., savoir-faire locaux, on pourrait peut-être développer de nouvelles façons de construire, plus respectueuses de l'environnement et plus économes en énergie et en ressources. Et c'est un peu l'objet au final des grands moyens, dont Adrien, tu es le cofondateur, qui a livré récemment, il me semble, un bâtiment neuf à Bagneux avec des remplissages de briques de terre crue non stabilisées. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, tout à fait. La norme, nous, on y est directement confronté, du coup, parce qu'on travaille souvent on construit des bâtiments neufs. Et cette question, elle est, disons, la norme, comme on l'a vu, c'est pas tellement le souci, disons, elle ancre des bonnes pratiques, etc. La question dans l'éco-construction, c'est simplement de pouvoir y répondre. Et comme les filières d'éco-construction sont pas encore développées comme celles du conventionnel, on n'a pas des industriels qui passent leur temps, leur journée à essayer de réaliser des tests, de trouver des manières aussi de contourner la réglementation et les normes. Donc là, c'est vrai qu'on manque un petit peu de billes pour pouvoir répondre à ces normes qui sont très nombreuses et de plus en plus nombreuses finalement, parce que la société se complexifie, l'architecture aussi, etc. Donc nous, on essaie de travailler vraiment de concert avec la filière, avec les producteurs de matériaux, parce que c'est là où on récupère finalement, en les poussant faire des tests, des études, etc., récupérer de la donnée sur le matériau, sur la mise en œuvre, et puis ensuite pouvoir faire en sorte qu'on puisse répondre à ces exigences de structure, d'étanchéité à l'air, d'étanchéité à l'eau, etc. Voilà, donc... après, je pense aussi qu'il y a une déformation du fait du développement des filières conventionnelles, c'est-à-dire que le béton, l'acier, le verre, etc., on demande beaucoup finalement aux matériaux, là où finalement les exigences réelles sont peut-être moindres. C'est-à-dire qu'on a l'habitude avec un mur en béton de se dire que il va pouvoir résister à beaucoup plus que ce qu'on lui demande ici. Et ça en devient difficile pour les écomatériaux parce que justement l'éco-construction, c'est tout l'art de faire en sorte de ne pas détruire la planète et d'utiliser juste ce qu'il faut au bon endroit, au bon moment, et de faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible et qu'on puisse le composter ou le réutiliser en fin de vie. Donc il y a une sorte de paradoxe là-dedans, et c'est vrai que c'est pareil pour l'étanchéité à l'air. Enfin, après, on peut se poser la question même de l'architecture bioclimatique également. Aujourd'hui, on a une injonction à
à faire des espèces de boîtes étanches, sauf qu'en réalité, après, on remet des petites réglettes sur les fenêtres pour refaire entrer de l'air, donc c'est complètement fou. Voilà, donc on peut se poser la question à la fin, pourquoi avoir toutes ces résines, toutes ces bandes, etc., qui viennent s'ajouter toujours plus et répondre à ces normes, justement. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de la relation de la norme avec le mode de vie, parce qu'effectivement derrière une norme, il y a un mode de vie. Actuellement, le cadre normatif qui est le nôtre définit des modes de vie précis pour des espaces précis. La question de l'intensité à l'air, le taux de renouvellement d'air, etc., c'est défini dans le cadre des calculs. Donc ce qui est intéressant, ça pourrait être intéressant, comme tu dis, pour revenir peut-être à quelque chose de plus neutre, disons, enfin de moins impactant et de moins exigeant du point de vue de la question du confort, de re-questionner cette question de l'uniformité de la température dans toutes les pièces d'un logement, et même à l'échelle d'une pièce, en fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin que dans une pièce, la température soit homogène à l'échelle de toute la pièce ? Est-ce qu'on a besoin, comme tu dis, d'un renouvellement d'air et finalement, est-ce que les courants d'air des maisons anciennes n'ont pas aussi cette valeur de renouvellement d'air qui permettent aussi d'avoir une qualité de climat et de confort? Et en ça, c'était le débat qu'on a commencé à peine à amorcer tout à l'heure, mais il y a quand même une relation entre cette question de la norme et cette question du confort. Donc si je résume, dépasser les normes, c'est indispensable dans le changement de paradigme qu'on est en train de vivre. En fait, je pense que ce paradigme il est en train de se faire un petit pas. On a des exemples. Et ce qu'il fait, c'est rajouter quand même un nouvel point de vue pour pouvoir envisager ces problématiques du changement climatique, pas seulement des côtés des normes quand même validées, mais l'interprétation aussi des nouveaux acteurs, la manière où on s'organise sur le terrain, pour justement mettre en valeur des solutions vernaculaires qui sont anciennes, pour voir les contextes, comment on peut impliquer les rapports entre l'extérieur et l'intérieur, pas des fenêtres fermées, mais avoir quand même ces systèmes qui sont avoir plutôt une intelligence des projets qu'on sait déjà, qu'on connaît de manière pratique, même pour les usagers. Et ça, c'est un nouveau paradigme de la pratique quotidienne qui est en train de faire évoluer quand même l'idée de performance, l'idée de performativité, et surtout pour donner quand même une autre perspective à l'idée des normes classiques, normes industrielles, normes techniques qu'on connaît, qui donnent quand même la sensation de surabondance, de complexité, que les architectes le voient comme une imposition, un frein, plutôt que pour ça, quand même, ça donne un cadre, mais il y a quand même une richesse dans la pratique quotidienne qui peut donner quand même des résultats de performance qui sont au moins équivalents. Eh ben, merci, messieurs. Merci à vous.